Bonjour à toutes et à tous. En guise de mini-intro, on est sur un premier exercice de plateau repas qui se tient dans le cadre de l'exposition Explore Mars, qui est actuellement dans les locaux de la Rotonde et de la Soucoupe, plus précisément à Saint-Étienne, mais qui malheureusement n'est pas ouverte au public pour les raisons que l'on sait. Donc l'idée, c'est de faire des moments en version numérique. Et c'est bien l'idée de ce premier plateau repas qui est le premier d'une série de 3 plateaux repas sur le sujet Mars. À chaque fois, on a des participants, notamment du CNES. Alors, pas que du CNES, on va voir ça aujourd'hui, mais ce sont des plateaux repas qui sont montés en partenariat avec le CNES. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être que nos intervenants se présentent. Peut-être que je laisse Guillemette Gauquelin-Coq commencer à se présenter. Je suis donc Guillemette Gauquelin-Coq, je suis responsable des sciences de la vie au Centre national d'études spatiales, c'est-à-dire que je gère, entre guillemets, les expériences qui sont faites chez l'homme, donc aussi bien au sol que dans l'ISS ou dans le temps en Mir. Également les expériences sur des animaux en sol et dans les capsules automatiques, puisqu'il y a des animaux régulièrement lancés par les Russes dans des capsules automatiques, et également des expériences sur les plantes, puisque, comme vous le saurez, pour Mars, il va falloir se nourrir. On en parlera tout à l'heure, donc il faut faire des expériences sur les plantes. Donc les expériences sont très larges, en fait, ça va depuis le gène jusqu'à la physiologie intégrée, en passant par tout ce qui est psycho, nutrition, etc. Donc, ce qui concerne la physio, je pense que ça sera plutôt le deuxième plateau repas, puisqu'on va parler de se déplacer dans l'espace. Je vous expliquerai un petit peu les problèmes entre guillemets, qu'ont les astronautes, pas perdant le vol, mais plutôt retour sur Terre. Et voilà, je vais laisser la parole peut-être à Romain qui va vous expliquer son parcours également. Bonjour à tous. Alors de mon côté, je vais vous partager quelques images pour parler un peu de mon parcours, puisqu'il y a 2 choses que j'aimerais partager avec vous. Voilà, il y a 10 ans, j'ai été sélectionné par l'Agence spatiale européenne pour participer à une mission qui s'appelle Mars 500. Vous pouvez voir le nom en haut à gauche, avec un équipage de 5 autres personnes, donc 6 au total. On a simulé un voyage aller-retour vers la planète Mars. Donc, on a passé 520 jours, 1 an et demi, confinés dans un faux vaisseau spatial pour répliquer et voilà, pour comprendre, essayer de comprendre qu'est-ce qu'un tel confinement impliquerait. Alors, c'était une expérience scientifique qui essayait de répondre à une grande question. Est-ce que l'homme, psychologiquement et physiologiquement, est capable d'endurer le confinement d'un voyage vers Mars? En gros, est-ce qu'on est capable de vivre 1 an et demi confiné, enfermé dans un faux vaisseau spatial, sans s'entretuer et en travaillant toujours efficacement ensemble? Le vaisseau que l'on avait, c'est quelques photos. Voilà quelques photos que vous voyez. En haut à droite, c'est le vaisseau de l'extérieur. Donc, ce vaisseau se trouvait dans les bâtiments de l'IBMP, l'Institut des problèmes biomédicaux, un institut russe à Moscou qui s'intéresse à ce genre de choses. Et en bas, vous avez quelques photos de l'intérieur. Donc, voilà notre maison dans laquelle on a passé 1 an et demi. Alors, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Ce qui va nous intéresser, c'est la nourriture. Là, vous nous voyez tous les 6. On n'est que 5 sur la photo, puisque le 6e prend la photo, autour d'un petit déjeuner. Et je peux vous dire que ça, c'est un petit déjeuner du début du voyage, puisqu'on avait encore des briques de lait normales. Très rapidement, on utilisait du lait en poudre. Et là aussi, je vous parlerai un petit peu de tout ça. Alors, l'autre partie de mon histoire, de mon parcours, c'est juste après Mars 500, j'ai commencé à travailler au centre d'entraînement des astronautes qui se trouve à Cologne, en Allemagne, et pour faire le support des astronautes européens. Donc, en tant que support, j'aime bien cette photo-là parce que littéralement, j'étais en train de supporter notre astronaute Thomas Pesquet. Mon rôle était de faciliter la vie quotidienne des astronautes pour qu'eux puissent se concentrer sur leur mission. Donc, c'était plein de petites choses. Et parmi ces petites choses, il y avait bien sûr la nourriture des astronautes. Et ça va être notre sujet. Et de par mon travail, il a bien sûr fallu que je teste un petit peu la nourriture pour savoir de quoi je parle. Donc, vous me voyez à gauche en train de manger un plat qui avait été préparé pour l'astronaute allemand Alexander Gerst.
Donc voilà un petit peu qui je suis et de quoi j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et je vais m'arrêter tout de suite et redonner la main à Elisa. À vous, Bonjour Elisa. à tous. Donc, je m'appelle Elisa, je suis doctorante en 2e année de thèse à Strasbourg et mon projet de thèse vise à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du corps humain suite à l'adaptation de nombreux changements physiologiques et métaboliques de l'espace. Donc, on regarde un petit peu comment l'espace va façonner et moduler le corps humain, plus précisément au niveau du métabolisme, donc c'est-à-dire comment les glucides et les lipides sont assimilés par le corps humain. Est-ce que les repas, on sait que c'est un rituel qui est quand même hyper important, alors notamment dans la culture française, mais est-ce que les repas ont cette importance aussi? Moi, j'ai une idée de réponse, hein, mais quand on est dans la Station spatiale internationale, est-ce que c'est un moment important? Est-ce que c'est un moment convivial? Est-ce que c'est un moment avec un rythme hyper précis et suivi? Ou alors est-ce que c'est beaucoup plus fonctionnel? Peut-être que ce qu'on peut trouver est un peu moins festif. Donc, comment ça se passe? Je pense que si, c'est un moment très, très important pour les astronautes. C'est en partie festif quand ils ont le temps de prendre le temps de manger parce qu'ils ont quand même énormément de travail. Donc, un astronaute, c'est quelqu'un qui travaille 12 heures par jour. Mais je pense que c'est un moment agréable pour eux de se retrouver autour de la table et de partager effectivement ces moments-là. Je pense que c'est un peu le même problème quand on est isolé ou quand on est confiné quelque part. Je pense que là, vous pouvez voir en ce moment avec le confinement, toutes les émissions sur la nourriture, etc., sur les recettes ont pris une importance colossale. Et je pense que plus on est confiné et plus on a envie de bien manger et de se restaurer correctement. Est-ce que le rythme est à peu près le même que sur Terre ou pas du tout? Oui, il y a un petit déjeuner, il y a un repas le midi, il y a un repas le soir. Le rythme est identique, oui. Il y en a certains qui sont en train de travailler pendant que d'autres mangent. Donc, je pense qu'ils ne peuvent pas partager tous les repas. Mais d'après ce que j'avais discuté avec certains astronautes, il semblait que le soir, ils pouvaient plus facilement manger ensemble quand leur journée de travail était terminée. Romain, tu dois savoir. Alors, une journée d'astronaute est très cadrée. Mais c'est vrai que le matin, ils ont un certain temps, ce qu'on appelle le post-sleep, où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, la routine du matin, et ils peuvent choisir de prendre leur petit déjeuner ensemble. Et pour le soir, pré-sleep période, là aussi, ils sont assez libres pour manger ensemble s'ils le souhaitent. Et comme le disait Guillemette, il y a des traditions qui apparaissent. En général, le vendredi soir ou le samedi soir sont des repas qui sont pris ensemble. Ça dépend bien sûr des équipages, mais la plupart du temps, ce sont 2 soirs qui reviennent assez souvent. Et le midi, par contre, là, c'est en pleine journée. Là, ils ont 1 heure qui est précisément marquée dans leur planning. Et souvent, c'est cette heure, même si les personnes qui gèrent le planning essayent de mettre tous les astronautes ensemble, il est rare que ce soit le cas. Donc, ils ont souvent à prendre leur repas séparément. Alors, quand ils partent pour une durée quand même relativement longue. Et il n'y a pas un supermarché juste au coin de la rue. Donc, comment est-ce que le stock est assuré? Est-ce qu'il est envisagé pour toute la durée du vol? Est-ce qu'il y a des courses qu'on peut faire au fil du temps? Comment est-ce que c'est stocké? Comment c'est conservé? Et comment c'est préparé? Alors, je vais essayer de répondre à toutes ces questions de façon assez concise. La nourriture, en fait, dans l'espace, pour les astronautes dans l'ISS aujourd'hui, on va différencier 2 types de nourriture. La nourriture normale, qui est très bonne pour la santé, très équilibrée, et la nourriture bonus, qui peut être un petit peu plus grasse, un petit peu plus sucrée. C'est pas trop grave, c'est plus là pour un support psychologique. Pour la nourriture normale, tous les astronautes testent toute la nourriture qui est disponible et en général, ça a un impact, mais très léger sur les stocks. C'est-à-dire que cette nourriture va être envoyée en masse à chaque fois qu'un cargo, donc un camion amène des stocks. Il y a tout un stock de nourriture qui est là pour tous les astronautes et ils piochent
dedans. En général, c'est dans des sortes faut imaginer un tiroir, donc un conteneur qui est à peu près la taille d'un tiroir, et ils prennent un des tiroirs pour la viande, un des tiroirs pour la garniture, et ensuite ils essayent de le finir avant de prendre le tiroir suivant, qui a des plats un petit peu différents. Donc, c'est amené à chaque fois qu'il y a un cargo. Il y a une différence entre la nourriture américaine et la nourriture russe. Donc, les Russes ont leur nourriture, les Américains ont leur nourriture, mais là-haut, tout le monde partage un petit peu. Il y a des nourritures qui sont préférées, donc ils peuvent partager. Ça, c'est la nourriture normale. Je parlais de la nourriture bonus. La nourriture bonus est préparée en avance pour les astronautes spécifiquement, donc pour un astronaute spécifique. Et cette nourriture peut être partagée aussi, mais c'est vraiment quelque chose que les astronautes aiment. C'est un support psychologique. C'est là pour rendre certains moments différents. Donc c'est souvent la nourriture qui va être utilisée pour Noël, pour le jour de l'an, pour les anniversaires. Et c'est la nourriture qui souvent est partagée avec d'autres astronautes pour faire découvrir un petit peu ce que les astronautes aiment. Donc voilà un petit peu comment s'organise, j'espère avoir répondu à toutes les questions, comment s'organise la nourriture dans l'espace. Le public commence déjà à réagir avec des premières questions, notamment un petit peu autour de cette nourriture dite bonus. Est-ce qu'on retrouve une nourriture différente en fonction des origines, des cultures des astronautes? Comment c'est géré de ce point de vue-là? C'est géré différemment par chaque agence, mais du côté européen, donc avec l'Agence spatiale européenne, on demande déjà à l'astronaute qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut pour sa nourriture bonus. Et il y a 3 choix. Le premier choix, c'est de la nourriture achetée dans un magasin. Mais cette nourriture doit être bonne pendant un certain temps. Enfin voilà, il y a quelques contraintes qui font que le choix est assez limité. Peut-être des conserves ou des barres chocolatées, ce genre de choses peut fonctionner. Donc acheter directement. Deuxièmement, c'est d'utiliser de la nourriture qui avait été développée pour un autre astronaute et que voilà, ils avaient pu tester et apprécier. Et le troisième choix, qui est le plus souvent choisi, c'est de développer de la nourriture spécifiquement pour cet astronaute. Et lorsque l'astronaute choisit cette option-là, on essaye de mettre en relation un chef du pays de l'astronaute avec l'astronaute pour qu'ils puissent discuter ensemble et essayer de développer des plats très spéciaux qui sont faits en général par un chef 3 étoiles. Voilà, il y a tout un cérémonial presque qui tourne autour de cette nourriture bonus, en particulier du côté européen. Ce n'est pas tout à fait le cas du côté russe ou du côté japonais. Quoique du côté japonais, la nourriture est pas mal, elle n'est pas mauvaise non plus. Et du côté américain. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Vous dites des plats spéciaux, vous avez là par exemple une ou deux idées, un ou deux menus comme ça, particulièrement alléchants? Alors, j'ai eu la chance d'en goûter pas mal. Et un des desserts que j'ai préféré, enfin, il y en a 2 que j'ai vraiment adoré. J'ai plutôt voilà, j'aime le sucré. Et le dessert de Thomas Pesquet qui avait été préparé par Thierry Marx, qui était un pressé de pain d'épices, était vraiment délicieux. Mais au moins aussi haut, voire un peu plus, il y avait le stewed apple, donc c'était des pommes fondantes caramélisées qui avaient été préparées par le chef Eston Blumenthal pour l'astronaute Tim Peake. Et celle-là, c'était un délice, fondait dans la bouche, c'était vraiment magnifique. Mais il y a tellement de bons plats qui sont envoyés là-haut grâce à cette nourriture bonus. Je n'ai pas envie non plus de donner trop faim à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors la nourriture bonus, j'imagine que c'est quand même aussi un peu comme sur Terre, hein, comme vous le disiez, c'est le bonus, c'est le petit plus, c'est pas tous les jours. Et si on parle voilà, des repas un peu plus quotidiens, un peu plus banals finalement, est-ce que, enfin j'imagine que la réponse est oui, est-ce que vous notez une progression dans la qualité de proposition d'aliments au fil de l'histoire de la conquête spatiale, finalement? Ma réponse serait oui. Je ne sais pas si Guillemette veut en parler un peu plus. Moi, je connais les 7 dernières années pour tout ce qui est nourriture. Allez, on va dire 10 dernières années. Mais
il y a eu quelques changements. C'est plus au niveau du process de fabrication que l'accent est mis avec on est passé de quelque chose de très utilitaire à quelque chose qui doit quand même apporter une certaine saveur, un certain... voilà, faut que la nourriture soit appétissante, soit bonne, ce qui est en soi un défi. On était sur de la nourriture thermostabilisée, donc des conserves. Il y a beaucoup de nourriture lyophilisée dans laquelle on a enlevé toute l'eau pour réduire le poids, parce que ce qui est difficile pour aller dans l'espace, c'est d'emmener un certain poids. Donc plus la nourriture est légère, mieux c'est. Donc la nourriture lyophilisée est très présente. Et aujourd'hui, on essaye de rendre cette nourriture soit thermostabilisée, soit lyophilisée, meilleure, donc plus appétissante. Donc voilà, les process sont maintenant arrivés à un niveau où la nourriture est bonne. Comment la rendre meilleure? Et un des gros problèmes liés à la nourriture, c'est les déchets. C'est comment réduire les déchets de cette nourriture. Les conserves au début, c'était principalement des conserves comme on les imagine, avec une boîte en métal. Aujourd'hui, ce sont des sacs en plastique, aluminium, qui permettent de garder la nourriture stérilisée, mais une fois mangée, c'est stockable de façon c'est beaucoup plus compactable. Et ça réduit la quantité de déchets. Et aujourd'hui, je sais qu'au CNES, il y a des études qui sont faites, des idées pour aller encore plus loin, pour réduire tout ce qui est, par exemple, une des idées, c'est de réduire le matériau de stockage des coussins, les mousses, en remplaçant la mousse donc, par quelque chose qu'on peut manger après. Ça avance dans différentes directions. La nourriture en soi est bonne. Le grand problème, c'est la variété. C'est de pouvoir choisir la nourriture différente. Le choix est quand même limité, même s'il est quand même pas si mal que ça. Le choix est assez limité. C'est quelque chose qui essaye d'avancer. Alors moi, juste en une seconde, parce que c'est vraiment lié à ce que vient de dire Romain, on en a parlé en préparant ce moment, mais le coût d'envoi d'1 kilo sur la Station spatiale internationale, vous pouvez nous le rappeler, parce que ça met aussi en perspective le fait qu'il faut... Je crois que c'est Elisa. C'était Elisa, peut-être. Elisa et Pierre qui nous avaient parlé de ce coût. Absolument. Il est estimé qu'envoyer 1 kilo de nourriture ou 1 kilo de quelconque coûte 20 000 euros. Donc, imaginez le prix que ça coûte pour tous ces repas. Voilà. Et donc, il faut essayer d'estimer au mieux de quoi les astronautes ont besoin. Donc, ni trop, ni pas assez. Alors, je voulais juste rajouter à ce que Romain a très bien expliqué, effectivement, l'évolution de la nourriture. Je pense qu'il y a un facteur qui joue beaucoup sur l'évolution de la nourriture, c'est le fait que maintenant, ce sont des équipages internationaux, en fait. Parce qu'à l'époque de Mir, c'était pratiquement que des Russes. Donc, il y avait 3 Russes qui mangeaient, qui avaient à peu près les mêmes goûts. Actuellement, il faut savoir que dans la station, il y a des Américains, des Russes, des Européens, des Japonais, des Canadiens. Donc, vous pouvez vous douter que, par exemple, un Japonais n'a pas les mêmes goûts qu'un Russe. Et je pense que ça a beaucoup joué, en fait, le fait d'avoir des équipages internationaux pour beaucoup de choses. Il n'y a pas que pour la nourriture, il y a aussi pour tout ce qui est psycho, tout ce qui est comment les gens se supportent mieux, etc. Je voulais simplement ajouter ça. Et effectivement, à l'époque des Russes, c'était infâme. Personne ne se battait pour goûter la nourriture qui montait. Moi, je peux vous dire que c'était... moi qui ai connu l'époque russe en 82-85, c'était absolument infâme. Parce que les tests de la nourriture à destination des astronautes a toujours été testé, goûté avant. Ça fait les astronautes, oui. Les astronautes, ils goûtaient leur nourriture. Ça faisait partie du process pour savoir à quoi ils allaient s'attendre. Et puis sinon, je voulais dire non, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu de pagaille parce qu'il n'y avait pas assez à manger dans la station. Tout le monde a été nourri correctement jusqu'à maintenant. Il y a quand même des cargos qui montent régulièrement. Donc, si effectivement, il manque des fruits frais, des légumes, etc., tout est monté régulièrement. Vous avez vu Thomas Pesquet qui a monté des macarons. Enfin bon, si vous voulez, il y a quand même pas mal de choses de montées au départ et ensuite régulièrement, elles sont ravitaillées. Donc, il n'y a pas eu de problème. Personne n'a mangé son copain parce qu'il avait faim. Un métier comme le vôtre, Romain Charles, de finalement préparer, accompagner avec un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, on s'intéresse à la nourriture, mais vous ne faites pas que ça dans l'accompagnement, par exemple, de Thomas Pesquet. Est-ce que c'est un métier nouveau dans l'histoire de la conquête spatiale ou pas? Je ne pense pas que ce soit un métier nouveau. Il y a
toujours eu des personnes qui étaient là pour penser aux petites choses à côté. Ça a peut-être été restructuré, donc ce métier est devenu un peu plus visible par rapport au tout début. Mais non, l'idée étant vraiment de limiter les nuisances qui peuvent tourner autour de l'astronaute sur des petites décisions pour aider l'astronaute à se concentrer sur la mission, puisque tout le monde veut que cette mission se passe bien. Ça a pris une envergure plus importante depuis les vols longue durée, je pense, puisque notre travail commence 2 ans avant la mission, continue pendant toute la mission et dure 6 mois après la mission. Et il y a certaines choses qui n'étaient pas nécessaires avant, qui le sont aujourd'hui, comme par exemple organiser régulièrement des vidéoconférences entre l'astronaute dans l'espace et sa famille sur Terre. Ça devient de plus en plus facile grâce à la technologie qu'on a, grâce aux vidéoconférences du type Zoom, même si ce n'est pas ce qu'ils utilisent. Et donc voilà, cette fonction a pris un peu d'envergure parce que les missions ont pris de l'envergure aussi, sont devenues de plus en plus longues. Donc nourriture, communication avec les proches, avec la famille, et leur ouvrir une petite fenêtre sur ce qui se passe sur Terre en leur envoyant des actualités, en leur envoyant des séries, des films, ce genre de choses. Ça fait partie maintenant du travail de support des astronautes et ce n'était pas forcément nécessaire il y a quelques années. On n'a pas encore abordé ce sujet-là, mais sur le sujet apesanteur, qu'est-ce que ça change pour la prise de nourriture? Je pensais à un sujet tout bête, mais les miettes, est-ce que c'est un problème d'avoir des petites choses qui volent comme ça? Qui volent est peut-être pas le bon terme d'ailleurs. Et est-ce que ça pose des questions? Est-ce que c'est un sujet aussi pour la partie digestion? Je peux répondre pour les miettes. Après la digestion, ça, je vais laisser aux spécialistes. Pour les miettes, elles sont, on va dire, entre guillemets, interdites. On essaie de limiter au maximum les miettes. On sait qu'elles existent. Mais le problème des miettes, c'est que, oui, elles flottent. Et ce sont des tout petits objets qui, par mégarde, peuvent entrer dans l'œil de l'astronaute, peuvent aller directement dans les poumons. Ça peut créer des problèmes de santé. Et voilà, c'est donc un risque opérationnel pour la mission. C'est la raison pour laquelle elles sont limitées au maximum. Après, l'astronaute qui veut absolument avoir des macarons, par exemple, ou des chips, il y a moyen de donner ça dans la nourriture bonus, et l'astronaute devient responsable de ne pas en mettre partout. Voilà, donc justement, on va poursuivre sur l'aspect aussi un peu physiologique, puisque on se nourrit parce qu'on a faim, parce qu'on a une dépense aussi énergétique à laquelle il faut faire face. La dépense énergétique, on peut imaginer qu'elle est différente dans l'espace. On parlait d'apesanteur à l'instant. Est-ce qu'on observe, j'imagine que oui, le métabolisme, c'est-à-dire l'astronaute avant, après, à quoi est-il confronté, quels impacts sur lui? Elisa Leroux, peut-être? Effectivement, comme vous venez de le dire, le coût de la vie et des mouvements sur l'espace et sur Terre n'est pas du tout le même. Donc, par exemple, sur Terre, nous dépensons de l'énergie rien que, par exemple, pour se tenir assis ou se tenir debout, pour faire les mouvements de la vie quotidienne, alors qu'effectivement, dans l'espace, on n'a plus ce coût énergique, parce qu'évidemment, les corps sont en apesanteur, les corps flottent. Du coup, on ne va pas du tout avoir les mêmes contractions musculaires dans l'espace. Donc effectivement, les besoins énergétiques sont légèrement différents dans l'espace. Quand nous avons pu nous voir pour préparer un petit peu l'émission, vous parliez de certaines manips. Vous parliez d'une manip énergie. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que vous observez avec ce genre d'expérimentation? Alors absolument, donc l'étude énergie est née en fait du constat que systématiquement on observe chez les astronautes après avoir passé du temps dans l'espace une perte de masse corporelle, donc c'est-à-dire qu'ils perdaient du poids. Donc cette perte de poids était systématique et donc cette perte de poids peut être liée à plusieurs sources effectivement et jusqu'à maintenant, ce souci de perte de poids ne faisait pas partie vraiment des priorités parce qu'on estimait que quand même les déficits énergétiques étaient relativement tolérables et gérables. Mais par exemple, dans l'optique d'aller sur Mars, où effectivement, là, on partirait sur des vols de plusieurs années,
avoir un déficit énergétique impliquant donc une perte de poids sur du long terme pourrait entraîner effectivement de nombreux troubles au niveau du corps. Et donc, cette étude énergie visait un petit peu à investiguer cette balance énergétique, c'est-à-dire que nous savons que notre poids est régi par la balance énergétique, c'est-à-dire d'un côté les apports énergétiques, donc ce que nous mangeons, et d'un autre côté, la dépense énergétique. Donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la dépense liée à l'activité physique ou rien que le fait de respirer implique une dépense énergétique. Donc, l'étude d'énergie visait à comparer comment se faisait la régulation sur Terre et dans l'espace. On a un petit peu comparé ce qui se passait et évidemment, on a essayé de regarder ce qui se passait au niveau de l'assimilation des substrats. Les substrats, ça veut dire quoi? Substrats, c'est-à-dire quand nous mangeons, nous utilisons principalement des glucides et des lipides pour fabriquer de l'énergie. Et effectivement, lorsqu'on est sur Terre et lorsqu'on est dans l'espace, l'utilisation de ces glucides et ces lipides ne se fait pas de la même manière. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Alors oui, dans l'espace, en fait, on s'est rendu compte que nous avons tendance à utiliser beaucoup plus de glucides et au contraire, les lipides sont beaucoup moins utilisés. Donc, ce changement au niveau de l'utilisation, c'est la résultante de plusieurs altérations au niveau du métabolisme et de la physiologie. Donc, je pense que ça sera le sujet d'un futur plateau repas, effectivement, les adaptations du corps à l'espace. Et il faut savoir aussi que cette étude d'énergie, elle est assez unique, car effectivement, nous avons pu récolter des données sur 11 astronautes, ce qui est assez unique, effectivement, parce que de par le petit nombre d'astronautes envoyés dans l'espace au fur et à mesure, il a fallu 12 ans, je crois, pour récolter toutes ces données, donc ce qui est assez conséquent. Et étant donné le prix, évidemment, de ces études, nous testons sur Terre toutes ces hypothèses avant d'aller les vérifier dans l'espace. Alors, vous parlez de tests sur Terre, dans l'espace. Comment se passe le lien? Est-ce qu'il y a une sorte de boucle? C'est-à-dire, ce qu'on apprend du corps humain sur Terre permet de modéliser, d'envisager son comportement dans l'espace, puis de réajuster en fonction de ce qu'on constate au retour des astronautes. Sur des vols qui sont évidemment plus ou moins longs, j'imagine que les effets, les répercussions ne sont pas les mêmes. Et est-ce que dans l'autre sens, de ce qu'on apprend, de ce qui se passe dans l'espace, on peut imaginer une réadaptation, une réorientation? Je prends un exemple de traitement, par exemple, pour la grande masse qui reste terrienne. Est-ce que ça se passe dans les deux sens? Oui, absolument, ça se passe dans les deux sens. Au départ, une fois que les astronautes revenaient sur Terre, effectivement, on voyait que physiquement, ils n'étaient plus du tout les mêmes. Et donc, force de ce constat, on s'est dit qu'on va aller regarder précisément ce qui se passe. Donc, nous simulons un petit peu des modèles d'études sur Terre pour étudier ce qui se passe dans l'espace. Et inversement, on observe des choses sur Terre. Voilà, on observe divers mécanismes et ensuite, on va pouvoir vérifier est-ce que c'est vraiment ce qui se passe dans l'espace, effectivement. Pour ce qui est du goût, de la saveur, est-ce que c'est altéré? Je reprends en fait une question qui était dans le fil de discussion. Est-ce que décidément, quand on est sur la Station spatiale internationale, on a l'impression d'avoir le Covid et d'être en quarantaine? Pour avoir posé la question aux astronautes lors des briefings, c'est quelque chose qui est assez personnel et je ne pense pas, et je laisserai Guillemette développer là-dessus, qu'il y ait eu des études qui puissent prouver oui ou non. C'est-à-dire que certains astronautes sont revenus en disant « Ah, je ne sentais plus du tout le goût, il fallait absolument que je mette plein de sauce harissa pour juste avoir un sentiment de manger quelque chose. » Et d'autres qui sont revenus en disant « Pour moi, ça avait exactement le même goût. » Donc, je pense que c'est très lié à la personne. Et du coup, je ne saurais pas vraiment répondre à la question. Peut-être que Guillemette a plus de points là-dessus. Effectivement, moi aussi, quand j'interrogeais les astronautes, il y avait vraiment des différences d'un astronaute à l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas d'études qui sont faites pour dire il y a comme on fait pour le Covid, les gens n'ont plus le goût, n'ont plus l'odorat, etc. Honnêtement, ce n'est pas fait pour l'instant comme étude et je pense que ce n'est pas une priorité
pour les agences spatiales d'étudier ce genre de phénomène. Je pense qu'il y a bien d'autres choses à étudier. Vous parliez tout à l'heure de différentes nationalités, évidemment, qui se retrouvent dans l'espace. Est-ce qu'en ce moment, il y a d'autres projets particuliers qui sont en cours? On imagine que oui. Quels sont les enjeux, éventuellement, en termes d'alimentation? Vous disiez tout à l'heure, Romain Charles, voilà, il ne faut pas avoir tous les jours besoin de passer un coup de fil en disant « oui, il me manque je ne sais pas quoi ». Donc, il faut rationaliser, il faut penser, il faut anticiper tout ça. Comment est-ce que c'est appréhendé aujourd'hui en perspective de vols à venir plus longs? Effectivement, il va y avoir des vols de plus en plus longs puisque les Américains et l'agence française d'ailleurs et l'agence spatiale européenne se lancent sur des vols de 1 an qui vont commencer maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était des vols de 6 mois qui étaient les plus longs. Donc, pour les vols de 1 an, il va falloir vraiment beaucoup anticiper. Et d'autre part, il y a beaucoup en fait, de nations émergentes, comme on dit, qui vont participer maintenant à des vols. Puisqu'il y a, des Brésiliens, il y a des Émirats arabes unis, il y a pas mal de nouveaux en fait, candidats. Et je pense qu'il va falloir également qu'on adapte pas mal de choses, notamment au niveau de la nourriture, en fonction de toutes ces nouvelles nations émergentes, on va dire. Je pense que ça va vraiment devenir vraiment plus qu'international, surtout les vols sur Mars ou sur la Lune. Parce que maintenant, tout le monde se lance sur la Lune, les Chinois, J'ai vu passer une question tout à l'heure. Alors, j'ai quelquefois des petites ruptures de son, donc j'espère qu'elle ne vous a pas été déjà posée. Quelqu'un disait, mais est-ce que les astronautes ont droit à de l'alcool aussi? Officiellement, non. Il y a une planque? Vous comprendrez. Les Russes me disaient que dans Mir, ils montaient de la vodka. D'ailleurs, ils m'avaient filé un petit flacon de vodka en plastique pour pouvoir la sucer comme ça. Mais dans la station internationale, officiellement, il n'y en a pas. N'est-ce pas, Romain? C'est vrai. L'alcool est interdit. D'ailleurs, ça nous a posé quelques problèmes pour la prochaine mission de Thomas Pesquet, puisque un des plats qui a été préparé par Thierry Marx, de nouveau, est un bœuf bourguignon. Et dans la recette, il y a du vin. Alors, bien sûr, l'alcool pendant la cuisson disparaît, mais parce qu'il y avait le nom vin sur les ingrédients que l'on a envoyés à la NASA, ça a créé tout un tas de problèmes. Et il a fallu que l'on prouve que le vin n'était plus alcoolisé. C'était juste pour avoir un petit goût après cuisson. Donc, c'est vraiment interdit. C'est presque un tabou, en particulier du côté américain. Donc non, pas d'alcool officiellement. Pour faire suite à ce qui vient d'être dit, et notamment sur la future mission spatiale, il y a une question de Nathan qui demande justement, est-ce qu'il y a une sorte d'entraînement avant l'expérience, une adaptation à la nourriture, peut-être quelques semaines avant? Comment ça se passe un petit peu en amont? Et peut-être après aussi, je ne sais pas, mais... L'adaptation à la nourriture, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de séances d'adaptation à la nourriture. En fait, ils la goûtent, ils la choisissent, ils la sélectionnent. Je crois qu'ils ont tellement d'autres choses à faire comme entraînement avant l'émission qu'ils n'ont quand même pas beaucoup de temps à consacrer à la nourriture, enfin à l'entraînement de la nourriture. Voilà, Romain, je pense que ce n'est pas le plus problématique. Ça dépend en fait. C'est-à-dire que certains astronautes, j'ai eu le cas par exemple, où un astronaute me dit avant la mission, lorsque je parlais de la nourriture bonus, il dit non mais voilà. J'aime bien tout, j'aime bien manger de tout, donc il n'y a pas de souci, ça me plaira bien. On fait ça au plus standard. Et après sa mission, lors du débriefing, il a dit non, il faut absolument faire attention à la nourriture, en particulier la nourriture bonus, ça a une importance folle là-haut. Et je vais en parler à tous les autres autour de moi pour m'assurer qu'ils y pensent bien, parce que c'est très important. Mais c'est vrai que pendant les 2 ans d'entraînement spécifique à une mission, ils ont tellement peu de temps que tout ce qui est dégustation de nourriture, pour savoir quelles sont leurs préférences, c'est un petit peu calé entre 2 entraînements et ils courent de l'un à l'autre sans prendre vraiment le temps d'aller dans le moindre détail. Par contre, si la question s'intéressait à l'expérience énergie, est-ce qu'ils ont pu goûter la nourriture qui leur a été imposée? Je pense qu'Elisa pourra peut-être répondre sur le protocole, en particulier ce qu'on appelle la baseline data collection. Et donc, Elisa, c'est parti. Vous pouvez décrypter, Elisa? Absolument. Donc, dans le protocole énergie, c'était le chef du CAS, Alain Ducasse, qui avait élaboré des recettes spécialement
pour cette étude. Donc, il y avait je ne me souviens plus, il y avait du homard, je crois, enfin, vraiment des choses qui avaient l'air vraiment très, très sympa. Donc, le but était de manger la même chose sur Terre et dans l'espace pour voir s'il y avait une différence en réponse à ces repas. Voilà. Et alors? Et alors, effectivement, il y a une différence, notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, avec l'utilisation des glucides et des lipides qui est totalement chamboulée dans l'espace. Là, il y a une question. Est-ce que dans le cadre de la préparation, il y a des échanges avec d'autres expériences comme celle des navigateurs, le Vendée Globe, etc., pour cette question de la gestion de la nourriture, où finalement, on peut se retrouver dans une situation un peu similaire? Pour tout ce qui est gestion, donc la partie logistique derrière, en effet, le spatial dans ses premières heures était très lié à l'armée. Du coup, il y a une gestion de logistique qui est très forte pour parer à toute éventualité. La question était posée tout à l'heure des stocks. En fait, dans la station, il y a des centaines de plats. Donc, chaque petite conserve, chaque petit sac est un plat. Il y a des centaines qui sont présents pratiquement à chaque instant. Et régulièrement, tous les 2-3 mois, tous les experts de la nourriture, donc, que ce soit du côté scientifique, mais aussi du côté logistique, se réunissent et lors de cette réunion où ils se réunissent, définissent, voilà, on a tant de nourriture du côté russe, tant de nourriture du côté américain, et prévoient gèrent pour s'assurer que même si un des cargos, voire 2 des cargos n'arrivent pas à destination, les astronautes qui sont sur place peuvent quand même continuer à assurer leur mission parce qu'ils ont assez de nourriture. Je reviens sur le transport de la nourriture. Vous nous parliez tout à l'heure de cargo, voilà, qui achemine la nourriture. Donc, c'est rigolo parce qu'on se retrouve avec l'idée de vaisseau, mais plutôt maritime. Comment ça se passe en fait? Ça part de terre avec de la nourriture lyophilisée ou pas. Et puis, quand ça arrive sur quoi? Ça se greffe à quoi? Et comment se passe le transfert? Alors, la nourriture est envoyée, donc les vaisseaux cargo, juste pour en nommer quelques-uns, il y a le vaisseau qui était emblématique européen, qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait l'ATV, Automated Transfer Vehicle, parce qu'il allait s'arrimer automatiquement à la Station spatiale internationale, pas américaine. Il y a les vaisseaux Progress russes, ça c'est un autre vaisseau cargo. Il y a les vaisseaux commerciaux du côté américain que sont le Dragon de SpaceX ou le Cygnus d'ATL, donc plusieurs vaisseaux cargo. Le dernier, c'est le vaisseau japonais qui s'appelle le HTV. Donc dans ces vaisseaux, il faut imaginer que la nourriture est amenée, donc elle est empaquetée. C'est la partie packing en anglais, où elle est mise avec toutes les expériences, les vêtements, enfin voilà, il y a tout qui est mis dans des coins 3 mois avant le lancement du cargo, lorsque tout se passe bien. Quelques jours avant le lancement du cargo, il y a ce qu'on appelle late packing, donc il y a un petit emplacement qui est réservé tout en haut du vaisseau cargo juste avant qu'il ne parte dans l'espace. Et là, les agences peuvent mettre quelques produits frais. Bon, frais qui peuvent durer quelques jours quand même. Donc c'est souvent des oranges, des pommes, ce genre de choses. Des produits qui sont frais, qui peuvent durer quelques jours quand même et qui peuvent résister à un lancement. Parce qu'il faut imaginer les secousses, les vibrations et l'accélération vont venir un petit peu compresser tout ça. Donc voilà un peu comment sont préparés ces cargos. Et il y a 2 façons d'arriver. Donc les cargos vont partir dans l'espace et vont commencer à suivre la station, à essayer de la rattraper, parce que la station, elle avance quand même à 27 000 km à l'heure. C'est la vitesse à laquelle on se met en orbite. Et donc le cargo va accélérer jusqu'à arriver à la vitesse de 27 000 km à l'heure, se positionne autour de la station et suivant le cargo, va venir rester comme ça. Ils bougent pas, ils avancent à la même vitesse l'un à côté de l'autre. Et les astronautes dans la station vont venir avec un bras robot, attraper le cargo et venir l'arrimer à la station.
Ou le cargo, comme la TV, va venir automatiquement rattraper la station et s'arrimer sur un des ports, que ce soit sur l'arrière, la partie plutôt russe, ou sur l'avant, la partie plutôt américaine. Voilà un petit peu comment les cargos arrivent dans la station. Et une fois qu'ils sont arrimés, il y a tout un processus qui prend entre 2 heures et une journée de vérification que tout est bien attaché, qu'il n'y a pas de fuite vers l'extérieur. Et après tout ce temps, après tous ces tests de fuite, les astronautes peuvent enfin ouvrir le cargo et pour les surprendre juste en haut du cargo, ils peuvent trouver les produits frais, ce qui est en général une fête dans la station. D'ailleurs, je peux vous montrer une petite photo. En général, ils ont un grand sourire lorsqu'ils ont des produits frais. Donc là, vous voyez, normalement, l'astronaute canadien Chris Hadfield avec quelques tomates, très content de ces tomates. En général, ils prennent des photos avec les fruits qui flottent tout autour d'eux. Vous imaginez soit des tomates, soit des oranges, soit des pommes, parfois des macarons aussi. Alors, petite aparté, je crois que j'ai vu une question qui s'intéressait à ça. Les produits un peu plus personnalisés, il y a des règles qui existent, mais il y a quand même pas mal de liberté. On laisse quand même le choix aux astronautes. En particulier, il ne faut pas que la nourriture devienne mauvaise assez rapidement. Donc, les produits frais, c'est vraiment quelque chose de spécial qui est pour tout l'équipage. Et la nourriture bonus, il faut qu'elle puisse rester pendant 3 mois, pendant plus de 3 mois. En général, on leur dit pendant 6 mois, parce que le temps de la préparer en Europe, l'envoyer aux États-Unis, le fait que ce soit mis en container pour être ensuite mis dans le cargo, pour être ensuite emmené jusqu'au pas de tir, etc., c'est un laps de temps qui peut durer jusqu'à 6 mois avant d'arriver enfin dans la station. Et puis, après, l'astronaute ne mange pas forcément tout de suite, et la mission dure 6 mois. Donc, il y a quand même des contraintes assez fortes de stérilisation pour cette nourriture-là. Mais bon, on essaye d'améliorer tout ça quand même. Oui, il y avait quand même des questions aussi sur la notion de digestion. Est-ce qu'il y avait une nécessité aussi de limiter les déchets déféqués, par exemple, dans la composition des aliments? Donc ça, c'est une question. Bridget. En tout cas, est-ce qu'il y a une sélection de ce point de vue de la digestion, en tout cas, outre le goût et le plaisir, sur d'autres aspects? Juste une réponse très basique de mon côté. Je pense que les experts de tout ce qui est digestion pourront ensuite étoffer. Je sais que lorsque l'on parle avec les chefs, il y a quelques ingrédients qui ne sont pas interdits, mais on leur demande de limiter, si possible, de les utiliser. C'est tout ce qui est féculent, puisque tout ce qui est, comment dire, les haricots, ce genre de choses, peuvent provoquer On des voit gaz. ce que vous voulez dire. Ouais. Et en fait, vu qu'il n'y a pas la gravité, ça peut créer des bulles, ça peut être gênant pour les astronautes. Forcément, on parle beaucoup de se nourrir dans l'espace, mais là, en l'occurrence, dans la Station spatiale internationale. Qu'est-ce que ça va changer quand on anticipe un voyage vers Mars? Est-ce que finalement, on se dit que ça va être grosso modo les mêmes problématiques que dans la Station spatiale internationale, ou ça soulève d'autres sujets? Je pense que ça soulève d'autres sujets, c'est surtout le temps du voyage, le temps de rester sur Mars et le temps de revenir, ce qui fait des missions d'un minimum de 2 ans. Donc, je pense que c'est quand même nettement plus important. Ça fait 4 fois plus que les 6 mois de la station. Donc, en fait, les problèmes de nourriture sont totalement différents. Il faudra complètement adapter en fonction de la durée des vols et en fonction surtout de pouvoir cultiver soi-même ces plantes et avoir un minimum de serre beaucoup plus importante que ce qu'on fait actuellement dans la station. Vous, Guillemette, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Oui, c'est des sujets sur lesquels on travaille actuellement pour savoir comment faire pour faire pousser des plantes. Est-ce que les plantes qu'on fera pousser seront bonnes? Puisque vous savez qu'il y aura des problèmes de radiation, etc., qu'on parlera peut-être à un autre plateau repas. Donc, si effectivement on fait pousser des plantes, mais qu'elles sont ramassées des radiations qui sont toxiques pour la santé, ça ne sert strictement à rien. Et en fonction des sols martiens, etc., je pense qu'on est en train de sélectionner un certain nombre de plantes pour voir quelles sont celles les plus fragiles, celles qui résistent le mieux, celles qui résistent le mieux aux radiations, etc. Oui, c'est tout un sujet d'étude actuellement, notamment en France, qui est assez intéressant. Sans rentrer dans le détail de cette recherche, vous aurez peut-être l'occasion de nous en parler un peu plus, mais comment est-ce qu'on procède? On n'a pas de sol martien en France, a priori.
Donc, comment est-ce qu'on fait? On analyse à partir des rovers qui sont déjà sur place, qui ont donné des informations. On essaie de reproduire à peu près à l'identique. On fait germer et on voit ce qui se passe. En fait, si vous voulez, on sait à peu près pendant le vol entre la Terre et Mars les radiations que les astronautes risquent de rencontrer, et ensuite sur Mars les radiations qu'il y aura, le sol qui est en petite partie ce qu'on appelle en rigolite. Donc en fait, il y a des expériences qui sont faites au niveau français et au niveau international, qui sont de mettre par exemple des petites graines dans des simulateurs de telle ou telle radiation de neutrons, d'électrons, etc. Donc, on met soit au niveau de la graine, soit au niveau de la plante, soit au niveau des feuilles, soit au niveau de la tomate, par exemple, et on bombarde ces plantes de radiation et on regarde après l'effet sur la plante, donc au niveau cycle cellulaire, au niveau ARN, au niveau ADN, etc. Un petit peu comme on fait sur les cellules humaines. En fait, c'est les mêmes expériences que l'on fait sur les cellules humaines pour voir les effets des radiations sur l'humain. Donc, on a différents simulateurs. Il y en a à Toulouse, il y a un simulateur, je vais vous étonner, au Louvre pour simuler certains protons. Il y a des simulateurs un peu dans toute la France et dans toute l'Europe. Voilà. C'est des expériences qui sont très, très bien, qui sont très, très bien menées, qui sont intéressantes, qui apportent beaucoup de choses, en fait. Elisa, j'imagine que ça, c'est quelque chose, voilà, un axe sur lequel vous ne pouvez pas vous consacrer forcément, mais qui peut quand même peut-être orienter une problématique par rapport au métabolisme, l'être humain dans l'espace. Imaginons que en réduisant au maximum les risques, en maîtrisant au maximum, on arrive quand même à créer un environnement de production avec des éléments qu'on ne trouve pas sur Terre et qui seraient ingérés. Est-ce que ça fait partie des grandes problématiques, par exemple, qui pourraient rapidement faire l'objet de recherches? Pas forcément, mais oui, comme on l'a dit, aller sur Mars, notamment pour se nourrir, imposera forcément certaines contraintes. Et donc, il faudra qu'on réfléchisse effectivement au niveau des apports en nutriments, par exemple, de ces aliments. Parce qu'il faut avoir une alimentation équilibrée, donc un apport suffisant en protéines, en glucides et en lipides. Et donc, avoir sur Mars comment effectivement on pourrait essayer d'équilibrer tout ça. Ça pourrait être effectivement une piste intéressante et j'imagine que ce sont des projets déjà en cours. Une question sur le gluten, finalement, je ne sais pas si ça a été complètement. Est-ce qu'on prend les astronautes j'ai l'impression qu'il y a une candidate ou un candidat. Est-ce qu'on prend les astronautes allergiques au gluten? Je ne connais pas. Il faudrait demander aux médecins des astronautes. Je pense que ce serait les mieux placés pour répondre à cette question. Je n'ai pas connaissance d'astronautes qui aient eu une allergie au gluten ou ce genre de choses. J'imagine que, connaissant les limitations, ils s'orienteraient vers des plats, vu qu'il y a quand même une certaine variété de plats dans l'espace, ils s'orienteraient vers des plats qui leur permettent de rester en bonne santé, enfin, en tout cas j'espère. Et parce qu'aujourd'hui, il faut imaginer, les astronautes, comme je disais tout à l'heure, ils prennent vraiment ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas un menu qui leur est imposé, comme c'était le cas dans des missions précédentes de plus courte durée. Aujourd'hui, il y a vraiment une autonomie des astronautes sur leur choix de plats, de ce qu'ils mangent. Alors bien sûr, de temps en temps, il y a leur médecin qui leur demande de noter tout ce qu'ils ont mangé certains jours pour pouvoir avoir un certain suivi, pour valider qu'ils mangent des plats équilibrés au final pour rester en bonne santé. Mais le reste du temps, c'est vraiment... ils prennent ce qu'ils veulent. Et s'ils savent qu'il y a certains ingrédients qu'il ne faut pas manger, ils choisissent justement les plats qui n'en contiennent pas. J'aurais une toute dernière question avant de mettre fin à notre première rencontre. Quand on parle astronaute, qu'on le veuille ou non, ce qu'on projette, ce sont des hommes. Est-ce qu'on a aussi des retours de personnes femmes? Est-ce que sur le métabolisme, sur les analyses en retour, il y a des choses notables qui sont remarquées? C'est vrai qu'actuellement, la plupart des expériences qui sont faites sur Terre, puisqu'on vous a dit tout à l'heure qu'on faisait des expériences pour préparer toutes ces manip-là et puis pour faire avancer un peu la santé sur Terre, sont faites sur l'homme. Mais maintenant, en fait, les agences nous obligent à faire des expériences aussi bien sur des femmes que sur des hommes. C'est-à-dire que les prochaines expériences que l'on va faire à la clinique spatiale à Toulouse seront faites sur 20 femmes.
les expériences d'après seront faites sur 6 femmes et sur 6 hommes. Parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la physiologie de la femme, effectivement, puisqu'on sait que, bon, au point de vue abdomen, etc., la répartition sanguine est totalement différente, donc ça se reflète sur le cœur, etc. Mais bon, pour l'instant, les expériences qui sont faites en vol, les astronautes femmes qui sont montées dans la station ont montré, effectivement, au niveau des expériences faites sur elles, les résultats sont différents, mais elles se portent aussi bien que les hommes. Merci. Si vous voulez, il y a des différences de physiologie, mais ce n'est pas ça qui va changer le fait d'emporter des hommes ou des femmes. Alors pour Mars, on discute déjà pour emporter moitié homme, moitié femme. Un grand merci à vous tous, là, dont je vois juste des petits rectangles avec les noms. Moi, je propose, Christine, Christine, de faire une tentative. Si chacun veut allumer sa caméra, comme ça, on se dit un petit au revoir en visuel. Et grand merci à Romain Charles, Guillemette Gauquelin, Coq et puis Elisa Leroux. C'était un vrai plaisir de commencer, d'initier ce premier plateau repas avec vous. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Merci. Merci à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.